Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Chers auditeurs, je lance une devinette. Quelle est l'origine de ce chant? Pitié pour les téléphonistes. Pitié pour les... D'accord. Bon. Eh bien, nous venons d'entendre un chant berbère, chant kabyle du Dur-Jura, par Marguerite Tao Samrouche, un superbe chant, un superbe recueil, musique du monde. Et pourquoi ce chant berbère? Nous en écouterons d'autres tout à l'heure, parce que nous allons parler précisément des berbères. J'aimerais que nous insistions davantage aujourd'hui sur la question des berbères. Pourquoi? Parce qu'une découverte scientifique tout à fait importante, tout à fait fondamentale, vient d'être faite. Une découverte tout à fait fondamentale qui me réjouit parce qu'elle conforte mon hypothèse de travail. Mon hypothèse de travail dans mon histoire de l'Égypte, que j'ai publiée donc il y a 2 ans, était que l'Égypte devait plus au Sahara, donc au monde berbère, qu'au monde oriental ou au monde méridional. Et j'avais même intitulé un chapitre l'influence berbère dans la création de l'Égypte. À l'époque, j'avais été attaqué assez sévèrement par un certain nombre de confrères. C'était mon hypothèse de travail. Je dis bien, je la fondais, cette hypothèse, mais ce n'était qu'une hypothèse. Or, découverte tout à fait extraordinaire, la génétique vient de rendre public, le professeur Lucotte, qui est le grand anthropologue français qui publie aux États-Unis, vient de publier un article tout à fait important, qui n'est pas encore connu, cet article. L'article date du mois de juin de cette année. Il n'est pas encore passé dans le domaine de la vulgarisation. Donc les journalistes ne pourront pas le piller tout de suite, n'est-ce pas, pour se l'attribuer comme certains le font. Et cet article est fondamental parce que c'est un article qui est basé sur les études génétiques, je n'entre pas dans le détail, de la population égyptienne d'aujourd'hui. Et un système d'analyse sur les haplotypes, qui est très savant, très savant, il faut être vraiment spécialiste pour s'y retrouver, montre que le fond ancien de la population de l'ancienne Égypte était berbère. C'est tout à fait extraordinaire. Et les analyses génétiques montrent que plus on va vers le sud, et moins il est berbère, et plus il est nubien, et plus on va vers le nord, et plus il est berbère, ce qui est évident. On savait depuis, ce que l'on voyait depuis toujours, l'Égypte était un pays blanc, la Nubie était un pays noir, et les thèses afrocentristes de Cheikh Anta Diop et de Martin Bernal sont pulvérisées par la génétique. Toutes les critiques historiques que nous faisions sont confirmées là par la génétique. C'est une révolution dans l'histoire, je dis bien c'est un séisme dans l'histoire de l'Afrique. C'est un séisme, pourquoi ? Parce que nous avons là, par les études génétiques, la preuve, premièrement, que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, mais plus important, qu'ils étaient berbères. Et lorsque je mets en avant l'hypothèse par les apparentements artistiques, par les styles artistiques, de la même matrice culturelle, rassemblant les anciens Égyptiens et les chasseurs nomades du Sahara oriental, eh bien, j'avais vu juste. Et ceci est tout à fait fondamental. C'est une immense avancée dans l'histoire de l'Afrique. Ce qui replace complètement les Berbères au cœur de l'histoire. Les Berbères qui sont là, replacés totalement dans cette histoire de toute l'Afrique du Nord et toute l'Afrique centrale, centre-saharienne, parce que les études de Lucotte vont bien au-delà. Les études de Lucotte montrent que ce fond berbère est encore excessivement important, même en Libye, largement en Égypte, et que l'apport noir est tout à fait secondaire. Par exemple, parmi les haplotypes principaux que l'on retrouve dans la population égyptienne et qui permettent de dire que le fond est ancien, appartenait à telle ou telle population, le fond éthiopien est beaucoup plus important que le fond noir africain. Le fond noir africain ne se retrouve quasiment pas. Ce qui fait alors qu'il va se retrouver à 95% en République centrafricaine ou au Zaïre. Donc toutes les hypothèses de Cheikh Anta Diop, toutes les hypothèses, tout le délire afrocentriste, sur lesquels repose l'histoire officielle de l'UNESCO, sur lesquels repose le congrès de Durban, sur lesquels repose la culpabilisation de l'Europe, tout est faux. Tout est réduit à néant par la génétique. C'est extraordinaire. C'est une véritable révolution. Tout ce qui a été écrit en histoire africaine jusqu'à la publication de Lucotte du mois de juin dernier est à mettre au panier concernant les origines des populations actuelles de l'Afrique. C'est fondamental. Je n'aimerais pas être à la place des afrocentristes.
centriste. Je n'aimerais pas être à la place de mes chers confrères qui publient des articles en disant que les ethnies ont des origines coloniales. Je rentrerai dans un trou de souris, moi, à leur place. Je me ferai oublier, parce que là, ils ne connaissent pas l'article, ils ne savent pas encore que l'article, il va leur falloir 2 ans avant de le découvrir, cet article. Ils vont le découvrir parce que l'Afrique réelle va en parler, et peut-être va-t-on en parler, Dominique, mentionnerez-vous cela dans la nouvelle revue d'histoire? Certainement, oui. Parce que c'est un thème qui... Bien sûr, c'est un sujet capital. C'est un sujet capital. Capital. Alors, ces Berbères. Revenons aux Berbères, ces oubliés de l'histoire. Ces Berbères qui sont complètement marginalisés dans l'histoire, mais pas seulement dans l'histoire de l'Afrique du Nord, dans l'histoire de toute cette partie septentrionale de l'Afrique. Les Berbères qui vont, à l'époque de la fin de la péjoration climatique, de la phase de péjoration climatique, être les seuls maîtres du Sahara, qui vont chasser du Sahara, ou plutôt qui vont occuper les espaces qui sont abandonnés par les populations noires. Parce que les pasteurs noirs occupaient le Sahara central, jusqu'au Hogar à peu près. Et à partir de 3000, 4000 avant Jésus-Christ, ces populations de pasteurs noirs reculent. Et ceci est magnifiquement représenté sur les peintures sahariennes. Nous voyons les niches écologiques occupées par d'autres populations, et nous voyons cette poussée considérable des Berbères blancs vers le sud. Et au même moment, nous voyons comment l'Égypte, la vallée du Nil, qui avait été totalement vidée de sa population par des crues effarantes du Nil, car le Nil connaît des crues effarantes vers moins 10 000, vers moins 11 000, un véritable siphon, il n'y a plus d'habitants dans la vallée du Nil. Les crues qui mettent le niveau du Nil à 25 mètres au-dessus de son niveau actuel, donc un véritable siphon, avec le Nil blanc, le Nil bleu, qui sont alimentés par les pluies tropicales et équatoriales, la population vide complètement, évacue la vallée du Nil. Et la vallée du Nil est repeuplée comment? Elle est repeuplée par le Sahara, au nord par les Berbères, et au sud par les pasteurs noirs sahariens. Et dès le début, le tropique du Cancer, à peu près, fait la limite ethno-raciale. Et vous reportez cette limite sur la carte de l'Afrique, et vous avez la limite des peuplements blancs et des peuplements non blancs dans la vallée du Nil. Et ceci est fondamental. Ceci était une évidence géographique. Il a fallu attendre la génétique pour réduire à néant les songes, les mensonges et la désinformation des afrocentristes. Intéressant de se tenir au courant des publications qui sont faites dans les pays anglo-saxons tout de même, parce que c'est une publication qui est faite dans la principale revue d'anthropologie américaine. Ce n'est pas une publication qui est faite en France. En France, on n'aurait peut-être pas le droit de publier des choses comme cela. Et il faut donc chercher dans des pays où il y a encore une liberté de recherche scientifique, ce genre d'éléments. Alors comment vont réagir les spécialistes du Monde, de la revue L'Histoire, etc. face à cela? Comment vont-ils se torturer les méninges pour transformer les résultats de cette recherche? Alors là, ça va être intéressant de voir par quelle réputation sémantique ils vont essayer de retomber sur leur pied d'idéologue mou. Ils vont se réfugier dans le silence, tout simplement. Oui, bon, on va pas le silence, nous allons essayer de le combler, ce silence. Alors oui, Philippe Conrad, j'ai beaucoup parlé, mais je vous laisse la parole. Alors évidemment, ces Berbères dont on voit le poids, l'importance dans toute cette Afrique septentrionale, la question évidemment est posée depuis longtemps de savoir dans quelles conditions ils ont été arabisés. Hein, je cite à ce propos la question que se posait Gabriel Camps, grand historien, préhistorien de l'Afrique du Nord, qu'il formulait ainsi: comment l'Afrique du Nord, peuplée de Berbères en partie christianisés, est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulmans et très largement arabisés, au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine arabe. Une question historique de grande envergure. Alors Gabriel Camps, d'abord qui était le regretté Gabriel Camps? Gabriel Camps était le grand historien de l'Afrique du Nord, du monde berbère. C'est un homme tout à fait extraordinaire, ce Gabriel qui est mort il y a quelques mois. Et Gabriel Camps posait vraiment bien cette question. Car en fait, le grand problème est que face aux populations d'Afrique du Nord, nous pensons que nous sommes en présence d'Arabes. C'est faux. Nous sommes en présence de deux types de populations. Soit de Berbères qui sont restés ethniquement des Berbères, soit de Berbères racialement entre guillemets Berbères, qui sont culturellement devenus arabes. Mais il n'y a pas d'apport de population arabe, ou très peu. Nous verrons ensuite comment arrivent ces Arabes, très peu.
Et aujourd'hui, l'arabisation intellectuelle est telle que des familles qui sont morphotypiquement d'origine génétique berbère croient qu'elles sont d'origine arabe, car leurs ancêtres sont rentrés dans des kabilas arabes, et selon le principe cher aux populations d'Arabie, lorsque l'on entre dans une famille ou lorsque l'on entre dans une parenté ou parentèle, l'on adopte la généalogie. Donc c'est tout à fait de bonne foi que des gens qui sont en fait des berbères génétiques pensent qu'ils sont des Arabes en récitant leur généalogie qui les rattache à des grandes tribus arabes de la péninsule arabique. Parce que, comment s'est passé le problème, la question? Nous revenons à la conquête. La conquête de l'Afrique du Nord par les arabo-musulmans. Cette conquête a été rapide. Elle a été rapide, nous en connaissons les causes. Dislocation du monde romain, lutte division de l'Église, les schismes, les hérésies. Dans la partie la plus orientale du Maghreb, la présence des Vandales, les Byzantins qui sont détestés par les Berbères, les Berbères des villes qui sont opposés aux Berbères des campagnes. Donc un monde totalement désuni, et face à ce monde désuni, l'envahisseur, qui lui est porteur d'une religion neuve et excessivement dynamique, va rentrer très facilement. Mais attention, la conquête ne va pas se faire très facilement, il va y avoir des résistances. Les Berbères vont résister, d'abord les Byzantins vont résister. Mal, parce que les Byzantins sont enfermés dans les villes, avec des belles murailles, de belles fortifications, mais ils commettent chaque fois l'erreur de sortir avec leur infanterie en plaine, et ils sont taillés en pièces par les cavaliers venus d'Orient, qui ne sont déjà plus des cavaliers uniquement arabes. La majorité est composée d'Égyptiens, car les Arabes sont déjà minoritaires dans les troupes d'invasion. Donc l'invasion est déjà une invasion qui n'est pas complètement arabe. Les Byzantins se font tailler en pièces, ils vont essayer de revenir, ils reprennent Carthage après l'avoir perdu, etc. Les Berbères eux-mêmes, certains Berbères vont résister. Il est intéressant de voir que vont résister les Berbères qui sont christianisés et qui sont relativement romanisés. En d'autres termes, vont résister les Berbères qui ont perdu leur berbérité. Mais les Berbères non chrétiens, non influencés par Rome, essentiellement ceux de la partie ouest du Maghreb, c'est-à-dire ceux de la vallée de la Moulouya et du Maroc actuel, eux, vont se convertir immédiatement à l'islam. Ce qui va sauver la berbérité. Je ne sais pas si vous me suivez. Les Berbères romanisés et chrétiens vont lutter farouchement, et quand ils seront vaincus, ils se convertiront à l'islam et ils perdront le souvenir de leur berbérité, ils deviendront arabes culturellement, et ils vont se fondre dans le monde civilisationnel arabe, tandis que les Berbères, qui eux étaient restés païens, vont accepter l'islam, et la rapidité de la conversion va sauver la berbérité. Et nous avons aujourd'hui la carte des ensembles berbères qui sont restés homogènes et qui sont restés fortement berbères. C'est la carte de la non-romanisation et de la non-christianisation de l'Afrique du Nord. C'est tout à fait intéressant. Les grands noyaux berbères authentiques sont ceux qui n'ont pas été pénétrés par la romanité. Et c'est un paradoxe que l'on ne s'explique pas. C'est un paradoxe qui est une réalité. Et les Berbères vont lutter ensuite. Les Berbères islamisés vont lutter contre la présence arabe, mais non pas contre l'islam. Et ils vont au contraire adopter toutes les hérésies musulmanes successives. Car pour eux, le fait religieux est secondaire. Et je parle de l'ensemble des Berbères à ce moment-là. Le fait religieux, pour ceux qui avaient été chrétiens et pour ceux qui se convertissent à l'islam, n'est tout que secondaire. Seul compte le peuple et l'ethnie. Et ces Berbères, devenus musulmans, vont repousser l'influence arabe au nom de l'islam. Ouais. Tout compris. Ils vont chaque fois utiliser les schismes qui affaiblissent le monde arabe oriental. Et ils vont toujours être au cœur de ces schismes. Et comme ce sont des guerriers, ils vont souvent être l'élément moteur militaire de ces schismes. Les Fatimides, par exemple. Le schisme fatimide est un schisme qui repose sur les tribus berbères Koutama et qui va consister à la conquête de l'Égypte et de la Palestine par les Berbères.
Mais ensuite, ça évoluera. Le kharidjisme, le kharidjisme est un cas d'école. Le kharidjisme est une notion qui est très claire. Que se passe-t-il dès le début de la conquête arabe, pardon. Dès le début de la conquête arabe, les Arabes deviennent minoritaires dans le monde musulman. Dès qu'ils sortent d'Arabie, se convertissent à l'islam des non-arabes. Ce qui fait que les Arabes vont créer une aristocratie arabe dominante un ensemble de convertis. Ce qui va tout à fait dans le sens contraire du message égalitaire de l'islam, universaliste et égalitaire. Une sorte d'aristocratie qui plus est de deux ou trois tribus d'Arabie. Les nouveaux convertis ne vont pas l'accepter, car pour eux, le commandement du monde musulman ne doit pas revenir à une aristocratie, à une filiation, doit revenir aux meilleurs parmi les musulmans. Et c'est pour échapper à la colonisation arabe que va être développée la doctrine kharidjite, doctrine qui dit que le commandement de la communauté n'est pas héréditaire et doit appartenir par égalité aux meilleurs des musulmans. Les Berbères, notamment ceux du Maroc, qui sont restés ethniquement très fortement berbères, n'acceptent pas d'avoir des gouverneurs venus de Damas ou venus de Bagdad en l'occurrence. Et ils vont, au nom du kharidjisme, se soulever contre les gouverneurs et contre le monde oriental. Et toute l'histoire des Berbères va être une suite d'adhésions aux divers schismes qui vont permettre de repousser la présence arabe. Et au nom de l'islam. Cette constante est tout à fait extraordinaire. Le sentiment ethnique est tellement fort qu'ils vont faire inconsciemment le pari de faire du judo avec la religion dominante. Ils utilisent la religion dominante pour mieux écarter la colonisation arabe. Et ça va marcher. Ça va marcher jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et l'évolution, tout va changer au XIIe, XIIIe siècle quand les Fatimides se retournent contre ceux qui les avaient mis au pouvoir, c'est-à-dire les royaumes berbères, les principautés berbères d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que ces principautés berbères d'Afrique du Nord vont se tourner contre les Fatimides, car le pouvoir fatimide du Caire devient un pouvoir qui, à son tour, risque d'oppresser la berbérité. Et quand les Berbères ont ce sentiment, ils vont trahir les Fatimides pour se tourner vers Bagdad. Ce qui fait que les Fatimides, qui sont en lutte contre Bagdad, vont décider de punir les Berbères. Et comment vont-ils les punir ? En faisant déferler sur le monde berbère 5 grandes tribus arabes, parmi les plus pillardes et les plus primitives, Beni Solahim, Beni Hilal, Beni Mahil, avec toute leur confédération, et ces tribus vont être envoyées vers l'ouest, terre de conquête. Allez-y. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est arbre fruitier, plantation en Libye, est éliminé. Jusqu'à cette époque, la Libye avait conservé ses vergers, C'est à ce moment-là que la Tunisie devient un désert, la Tunisie qui était un verger. Ces tribus vont transférer en Afrique du Nord l'économie pastorale basée sur sur la chèvre et le mouton, qui était celle des zones les plus déshéritées de l'Arabie. Et ces tribus arrivent. Les Berbères vont les combattre. Les Almohades, les Berbères Almohades, qui sont les Berbères de la montagne et qui ont créé l'empire Almohade, et les autres vont les combattre. Ils vont les repousser, ils vont les écraser militairement. Dans la région de Sétif, les combats ont lieu dans la région de Sétif. Ces Arabes sont écrasés. Que va-t-il se passer ? Mais nous sommes dans les phases de la Reconquista espagnole. L'islam est menacé en terre d'Espagne. Les entités berbères nord-africaines vont voler au secours de leurs frères qui sont en Espagne, qui sont essentiellement des berbères aussi. N'oublions pas que la conquête de l'Espagne n'a pas été faite par des Arabes, mais par des berbères. Le corps de débarquement était berbère. Il y avait très peu d'Arabes en Espagne. L'Espagne n'a pas été arabisée, elle a été islamisée par des berbères. Il y a eu très peu, 5% de la population était arabe à peu près. Elle a été arabisée sur le plan linguistique. Ah non, mais elle a été à 100% arabisée sur le plan linguistique, 100%. Mais elle n'a pas été arabisée par des Arabes
génétique, il n'y en avait pas, très peu. Et ces Berbères qui ont besoin de combattants contre la Reconquista chrétienne, vont installer ces unités, ces tribus, qui vont prendre possession de zones entières, notamment la vallée de la Moulouya, les grandes vallées, une partie de l'anti-Atlas et des hauts plateaux. Et le phénomène va avoir des résultats considérables. Pourquoi? Car une partie des tribus nomades berbères, qui avaient le même mode de vie que ces tribus arabes, vont s'agréger à ces tribus berbères, à ces tribus arabes, pardon. Et l'on voit à ce moment-là, effectivement, des Arabes attirés à eux des Berbères qui vont se fondre dans ces généalogies arabes, dans ces tribus arabes, et l'on va voir des zones entières dans lesquelles les Arabes vont devenir dominants, et dans lesquelles le monde berbère va être complètement éliminé. On va également voir, bien entendu, une grande destruction du monde agricole berbère, et un repli d'une partie des Berbères vers les montagnes, parce que ces tribus vont avoir un rôle dévastateur quand l'État marocain, ou quand les divers États de l'Afrique du Nord vont entrer en décadence, ces nomades vont prendre le dessus sur les populations sédentaires. Alors, toute la question est de savoir quel était le rapport démographique. Combien étaient les Berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux, ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors 150 et 300 000, si les Berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les Berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par Lucotte, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie et au Maroc. Avec deux noyaux, bien entendu, particulièrement forts au Maroc, le Rif et l'Atlas. Et le Maroc et l'Algérie ont à peu près le même pourcentage de base par les haplotypes d'origine de vieux fonds de population berbère. Alors c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'histoire de toute cette région qui est à réécrire. Et il ne faut pas confondre l'islamisation et l'arabisation parce que, bien sûr, ces Berbères vont être obligés de s'arabiser, ne serait-ce que pour le culte. Le Coran, en théorie, ne peut pas être traduit. La langue du culte est l'arabe. Mais ces Berbères ne vont utiliser qu'un minimum l'arabe et vont rester profondément berbères. Et voilà pourquoi nous avons ces grands noyaux de zones berbères. Et le grand hiatus aujourd'hui est que l'essentiel des habitants du Maghreb d'origine berbère, et une grande partie d'entre eux pensent être d'origine arabe, ce qui est inexact. Ce sont des Arabes culturels, ce sont des Arabes religieux, par l'introduction de l'islam dont le vecteur était l'arabe, mais ce sont génétiquement des Berbères. Et ceci est tout à fait important, et ceci ouvre des hypothèses, des directions de recherche tout à fait intéressantes. Quand on voit le rôle qu'ils ont eu dans les grands empires, lorsqu'on voit le rôle qu'ils ont eu dans l'Égypte, etc. Voilà ce que l'on peut dire sur la question des Berbères. Y a-t-il des questions là, sur ce sujet, Victoria ? Votre revue n'existe pas à Sciences Po, nous dit cette auditeur. Elle dérange probablement. Mais je vous dis, il n'y a que 2 universités françaises abonnées, alors il ne risque pas de la trouver à Sciences Po. Il y a 2 universités, une de sciences et une de droit. Bravo, Monsieur Lugan, pour votre livre God Bless Africa. Comment a-t-il été reçu par le public français? Pas mal, puisque le premier tirage est épuisé. La deuxième édition sort la semaine prochaine, avec les coquilles en moins, parce qu'il y a pas mal de coquilles dans la première édition, et avec une actualisation. Donc le premier tirage, je crois qu'il devait être de 7500, est épuisé. Donc aucune publicité. Aucune publicité à part, bien sûr, sur Radio Courtoisie et dans les quelques journaux amis. Aucun article de presse. C'est la première fois que je fais un livre pour lequel il n'y a aucun article de presse. Rien. Une question, quelle différence y a-t-il? Non, mais nous. Non, mais je dis les revues, bien sûr, les revues, évidemment, une nouvelle revue d'histoire qui en a fait. Quand je parle des revues amies, une nouvelle revue d'histoire, il y a un certain nombre de revues amies, je ne peux pas toutes les citer, mais rien dans le Figaro, rien dans toutes ces revues, non, rien. Vous voyez, le bouche à oreille a fonctionné. Quelle différence y a-t-il entre berbère et kabyle? Même chose.
Même population, le nom Kabyle est le nom des Berbères donnés en Algérie, Berbères, Kabyles, même nom. Et alors les anciens Grecs, lorsqu'ils parlaient des Berbères, parlaient des Libyens. Pour eux, c'était les Libyens. Toutes les populations blanches qui vivaient au sud de la Méditerranée étaient les Libyens. Bien, pas d'autres questions là-dessus. Alors je le renvoie donc, puisque nous arrivons là à la fin de l'émission, je renvoie donc à l'Afrique réelle. L'on peut se procurer le numéro spécial 10e anniversaire.